Bonjour à toutes et à tous pour ce point de marché du 23 janvier 2022 qui arrive un petit peu tard. Je suis un petit peu malade hein, ces derniers jours et puis bon bah aussi l'actualité des marchés cette semaine a été assez chahutée, hein, c'est un petit mot et du coup bah forcément ça nécessite aussi de ma part de produire une certaine réflexion qui dépasse l'analyse purement technique et de faire une analyse peut-être un petit peu plus poussée pour essayer de voir ce qui peut arriver dans les prochaines séances, les prochaines semaines et les prochains mois. Donc voilà, bah écoutez, voilà, bah, comme le nom l'indique, hein, le titre de ce point s'intitule Terreur sur les marchés. Alors on va pas forcément aller hein, dans le sensationnel, hein, on va essayer d'être factuel. Moi voilà, j'ai au travers de cette vidéo analysé un petit peu ce qui s'est passé dans l'histoire et essayer d'en tirer une analyse, hein. Alors attention, hein, les performances passées ne présagent pas les performances futures, hein. Un peu comme voilà, j'enchaîne un petit peu sur les disclaimers, mais voilà, il y a certaines conclusions, certaines analyses du passé que l'on peut tirer de l'historique et qui sont parfaitement adaptables à la situation actuelle. Donc je vais vous expliquer un petit peu les tenants et aboutissants. Donc voilà, bah profitez voilà, pour faire une copie hein, de ces disclaimers, parce que voilà, c'est quand même important d'avoir toujours un regard critique et de ne pas réagir sous le coup de l'émotion. D'ailleurs, moi-même, j'ai déjà fait quelques erreurs, hein, vous avez le lien en dessous sur une vidéo avec toutes les erreurs que j'ai pu faire moi-même en tant qu'investisseur. Alors, on va passer au résumé de l'actualité. Alors, je vais m'attarder hein, sur beaucoup plus sur le résumé de l'actualité et l'analyse par rapport à peut-être la partie un peu plus technique et graphique. Alors tout d'abord, hein, une actualité mouvementée qui explique en partie pourquoi les marchés ont réagi un petit peu comme ça. On a d'abord une actualité géopolitique qui a été quand même pas très agréable, hein. On a des tensions géopolitiques entre Russie et États-Unis autour de l'Ukraine qui ont atteint des niveaux rarement vus depuis la fin de la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique, hein, l'URSS à l'époque. Voilà, on a déjà eu, hein, si on remonte à l'histoire, à la fin des années 90, notamment autour de la Bosnie, de la Croatie, où on a eu des tensions entre la Russie de Boris Yeltsin et les États-Unis de Bill Clinton. Donc là c'était, voilà, la tension était montée de quelques crans. Là, on est dans une situation un petit peu similaire, mais à mon avis, ça c'est un avis personnel, je ne pense pas qu'on ira plus loin. Moi, je pense pas que voilà, ces tensions déboucheront sur un conflit armé. D'une part, côté Russie, la Russie n'a pas forcément les moyens d'envahir et d'occuper l'Ukraine, donc de faire face à une guérilla en Ukraine, sans parler des sanctions économiques que devra supporter la Russie de Vladimir Poutine. Côté États-Unis, voilà, les Américains aujourd'hui ont poussé l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie. Est-ce qu'ils ont réellement intérêt à prendre des risques sur l'Ukraine en poussant l'OTAN jusqu'à l'Ukraine, hein, c'est un peu la ligne rouge de Moscou, sachant que le véritable enjeu, c'est surtout la Chine hein, dans les prochaines années. Moi, je pense, c'est mon analyse personnelle, que ce conflit entre les États-Unis et la Russie, c'est plutôt finalement des manœuvres quelque part pour essayer, pour se jauger quelque part, et les Américains essayent de jauger la Russie sur son envie finalement de rejoindre l'axe occidental par rapport à la Chine. Pour moi, ça va un peu plus loin qu'une nouvelle guerre froide entre les deux, la Russie, enfin entre les États-Unis et la Russie qui était une ancienne superpuissance, hein, l'Union soviétique. Voilà, donc pour moi, voilà. Alors les marchés évidemment bougent, hein, le pétrole a pas mal bougé, le gaz a connu de fortes tensions hein, ces dernières semaines, hein. Donc c'est pour celles et ceux qui se chauffent au gaz, je pense que vous le voyez malheureusement sur votre facture. Mais à mon sens, je ne pense pas qu'on ira beaucoup plus loin que finalement une guerre de mots. Voilà.
Mais voilà, les marchés, évidemment, bah, ça ne les rassure pas. Alors, on va passer au deuxième volet, c'est l'actualité économique. Alors, sur l'actualité économique, ce qui est embêtant, c'est qu'aucune nouvelle en provenance de l'inflation ne laisse pour l'heure entrevoir une baisse des pressions inflationnistes. Même si des signes en fait d'une désinflation apparaissent, c'est-à-dire baisse sensible du prix du pétrole par exemple, bah, il faudra plusieurs mois pour que cela impacte les statistiques. Donc ça c'est un petit peu embêtant. Donc le caractère temporaire de l'inflation, bah voilà, pour le moment on ne le voit pas trop. On a aussi des nouvelles plutôt mitigées sur l'économie. On a eu une baisse marquée des ventes au détail au Royaume-Uni. On a aussi une révision à la baisse de la prévision de croissance du gouvernement allemand. Et on a eu des chiffres un petit peu décevants sur le front de l'emploi aux États-Unis. Donc ça, c'était pas arrivé depuis quelques temps. On a eu 286 000 inscriptions au chômage qui ont été enregistrées lors de la semaine du 15 janvier, donc bien au-dessus du consensus de 220 000. Donc là, mon avis personnel, c'est qu'on risque d'être pris en tenaille entre le marteau d'une inflation qui est persistante, qui pour le moment ne donne pas des signes d'un reflux, et d'une croissance qui forcément va ralentir. Alors moi je ne crois pas pour le moment à un effondrement de la croissance avec le chômage qui remonte à 10-15% aux États-Unis. Ça personnellement j'y crois pas, mais un ralentissement de la croissance couplé à une inflation qui, pour le moment, tarde à refluer, bah ça forcément, c'est un motif d'inquiétude pour les marchés, d'autant plus que bah, les banques centrales, on va le voir, voilà, notamment la Banque centrale américaine, a eu déjà un discours assez faucon, on va dire, sur l'inflation, et il ne faut pas qu'elle se décrédibilise non plus. Alors on a aussi l'actualité sanitaire, donc là pour le coup c'est le côté positif, donc là les marchés clairement anticipent une sortie de la pandémie avec un variant Omicron qui avec la vaccination va renforcer l'immunité collective mondiale. Ça je suis assez en accord avec ça, moi je pense que là clairement pour moi 2022 pourrait être l'année de la fin de la crise sanitaire. Vous vous souvenez, dans une vidéo, je vous avais présenté un peu les 4 scénarios. Un scénario boucle d'or avec très peu d'inflation, grosse croissance. Un scénario Covid-22, donc c'était en 2021, donc avec un retour du Covid, avec des variants agressifs, dangereux. Bon, a priori, on n'y est pas non plus. Et deux autres scénarios. C'est un premier scénario, c'est la stagflation, avec une inflation assez forte que les banques centrales laissent filer, et un scénario d'austérité où les banques centrales essayent de lutter contre l'inflation. Ça pourrait se jouer, à mon sens, entre ces deux derniers scénarios. Voilà pour l'actualité sanitaire. Alors l'actualité microéconomique, on a eu, donc ça a été vraiment parce que bon, les craintes sur les taux, l'inflation, ça c'est des choses qui existent depuis déjà plusieurs semaines, ce qui n'avait pas empêché les marchés de monter. Mais cette semaine, on a eu deux gros coups de bambou au niveau des résultats des entreprises, puisque là, ça y est, on attaque la saison des résultats des entreprises pour le quatrième trimestre 2021 et pour l'année 2021 de manière générale. Et là, on a eu une grosse déception sur le front des nouvelles technologies. Netflix qui a glacé les marchés en annonçant des chiffres très décevants. Netflix peine à développer son portefeuille de clients et une partie non négligeable des clients conquis durant le confinement, bah, ce sont des abonnés. Ils ont été voir ailleurs, ils ont repris leur vie normale et ils ont jugé que ça valait peut-être pas le coup de payer des abonnements tous les mois, alors que finalement l'activité reprend son cours. Donc il en a résulté une chute de plus de 20% sur le titre Netflix en une semaine. C'est énorme. Et ça évidemment ça pèse sur le Nasdaq, ça pèse sur les indices. On a eu une deuxième grosse déception, alors sur un secteur qui est en général pas forcément corrélé avec les nouvelles technologies, qui même tend plutôt à profiter des perspectives de hausse des taux d'intérêt, qui sont le front des banques. Alors les profits, notamment chez Goldman Sachs, qui a publié, plafonnent. Donc Goldman Sachs a annoncé des résultats vraiment mi-figue, mi-raisin, on va dire, plutôt décevants, alors que les salaires, en particulier des nouveaux embauchés, ont flambé, ainsi que les bonus des cadres. Donc là, on a Goldman Sachs, mais pas que, de nombreuses banques commencent en fait à sonner le tocsin
puisqu'elles voient leurs profits finalement se ralentir, se tasser. Alors certes, elles peuvent profiter de la hausse des taux, mais leurs recettes de trading, leurs recettes aussi qui proviennent de la banque de détail, la banque d'affaires, bah, ces recettes plafonnent. Alors qu'au moment, en fait, au même moment, bah, on a je vous avais parlé hein, des vidéos, des pénuries, et évidemment, bah, elles ont dû mettre la main au portefeuille pour recruter des cadres, hein, entre guillemets des talents, payés avec des salaires, voilà, de gros salaires et des bonus, voilà, qui peuvent dépasser plusieurs millions de dollars. Et donc ça, forcément, ça fait augmenter la masse salariale, donc les dépenses, hein, alors que au même moment, bah, les recettes, hein, le chiffre d'affaires, lui, stagne, sans forcément s'effondrer, mais il stagne. Donc forcément, bah, les profits, les projections des profits, bah forcément, ça impacte ces projections-là. Donc ça, voilà, ça c'est un petit peu, voilà, ça c'est un peu voilà, c'est un peu le haut là. Et donc si on assiste à un coup de bambou sur les valeurs des nouvelles technologies et un coup de bambou sur les banques, donc il y a un secteur qui est pas du tout corrélé avec les nouvelles technologies, bah ça évidemment c'est une grosse source de stress sur les marchés. Donc voilà, donc pour moi, ça c'est mon avis personnel, la crise du Covid a réellement quand même profité à un grand nombre d'entreprises, hein. Il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Tout ce qui a été gagné ne va pas forcément être perdu en un coup de baguette magique, hein. Il y a eu réellement des innovations qui ont été faites hein, pendant la crise du Covid, hein, notamment dans le numérique, hein, le télétravail, la capacité à faire de véritables réunions à distance, hein, ce qui n'était pas le cas forcément avant, ça s'est vraiment généralisé. On a eu le développement des biotech, on a eu le développement de la santé, hein, alors moi je suis ni pro ni anti-vax, attention, mais les, les recherches qui ont été faites en matière de vaccins contre le coronavirus, bah, ça peut laisser aussi, ça peut ouvrir la porte à des traitements contre des cancers ou des maladies auto-immunes. Donc il y a quand même eu, hein, cette pandémie a été aussi le reflet d'avancées technologiques. Donc pour moi, je ne pense pas que tout ce qui a été gagné, toute la hausse des marchés va s'effondrer, tout ce que le marché a gagné va le reperdre aussitôt de la même ampleur. On pourrait avoir une correction, clairement, mais voilà, il ne faut pas non plus sous-estimer la capacité, ça j'en ai pas mal parlé hein, dans les vidéos, la capacité de l'humain à innover, à créer, à profiter des crises pour se réinventer. Et là, alors là, je continue donc avec le gros sujet hein, qui est l'actualité monétaire. Alors évidemment, les marchés ont été secoués entre la Russie, les États-Unis, les annonces de Goldman Sachs, les annonces de Netflix. Oui, clairement, ça a été un détonateur. Mais la toile de fond, c'est l'actualité monétaire. Alors, on a, euh, on a la présidente hein, de la Banque Centrale Européenne, hein, Christine Lagarde, qui intervenait hein, dans le cadre d'un débat en lien avec le Forum économique mondial. Et elle continue, hein, elle persiste sur le fait que l'inflation est temporaire. Ce qui évidemment pose pas mal de questions en fait, parce que d'autant plus que bah, à côté vous avez la Réserve fédérale qui dit clairement que l'inflation n'est plus temporaire. Et ça, voilà, ça c'est clairement, voilà, la Fed doit lutter contre l'inflation car elle est allée trop loin et bah, ça risque de menacer la santé économique des États-Unis. Et les anticipations de mesures de resserrement monétaire, hein, comme la hausse des taux directeurs ou la baisse des achats d'actifs, fragilisent les marchés bah, depuis le début de l'année, hein. Les marchés maintenant anticipent 4 hausses des taux. Donc ça c'est quand même un fait, voilà, moi j'en ai même un petit peu discuté avec l'économiste Diego hein, que j'avais interviewé et même lui hein, bon, qui croit pas voilà, qui ne se contredit pas hein, il croit pas à un emballement de l'inflation etc mais même lui voilà clairement voilà il voit pas comment la Fed maintenant pourrait reculer sur des prochaines hausses des taux. Alors voilà, pour le moment, on ne dit pas qu'il y aura 10, 15 hausses des taux, mais voilà, le consensus maintenant semble aller vers le fait que maintenant la Réserve fédérale ne peut plus se déjuger et qu'elle va forcément être obligée de remonter, de faire au moins 2, 3, 4 hausses des taux cette année 2022. Et ça,
mon avis personnel, hein, cette dissonance entre les deux plus grandes banques centrales de la planète peut devenir, à mon sens, problématique sur les marchés. Et d'ailleurs, je vais vous le montrer avec quelques graphiques. Alors, là maintenant, moi je regarde un petit peu l'analyse historique. Alors, ça c'est le Dow Jones, hein. Alors, on ne regarde pas ce qui s'est passé en 2019-2020, hein. On est aujourd'hui à 35 000 points, hein. Ce qui est important dans cette historique, c'est de regarder les conséquences des politiques monétaires sur les différentes crises. Là, on a le crack de 1929. Donc vous voyez, donc la bourse, elle était montée fortement. On est dans les 4 dernières années avant le crack de 29. La bourse de New York, le Dow Jones, avait multiplié par 3. Donc il a fait fois 3. Et ensuite, le Dow Jones a perdu 80, quasiment 90% de sa valeur. C'est énorme. Et la hausse, alors moi, je ne l'ai pas mis sur le graphique parce que je n'ai pas forcément l'historique, mais ce qui s'est passé avant le crack de 29, le crack de 1929 a débuté sur des craintes de resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale. C'est comme ça en fait que le crack a démarré, mais à la différence peut-être de ce qui s'est passé avec le Covid, je vais revenir là-dessus, c'est qu'à l'époque la Réserve fédérale n'a pas baissé ses taux. Elle a laissé les taux remonter, ce qui a évidemment entraîné, transformé un simple crack, hein, le crack de 1929. Voilà, on a eu une première baisse de 20%, on en a déjà eu dans l'histoire, mais cette première baisse de 20% n'a pas été suivie d'annonces de la Réserve fédérale finalement de devenir plus douce, hein, de changer de fusil d'épaule sur la politique monétaire. Et c'est ce qui a transformé le crack initial de 1929 en grande dépression, qui est si souvent décrite dans les livres d'histoire. Et d'ailleurs, Ben Bernanke, donc l'ancien patron de la Réserve fédérale, a fait sa thèse sur le crack de 29 et la Grande Dépression et en a conclu que la Réserve fédérale, à l'époque, était une des grandes responsables de cette crise. Voilà. Donc, alors je ne dis pas qu'on va, attention, je ne dis pas qu'on va connaître un nouveau remake de 1929, puisque les banquiers centraux, justement, ils savent que ce sont des choix de politique monétaire qui ont transformé le crack de 29 en Grande Dépression. Donc là, il ne s'agit pas pour moi d'anticiper, de faire peur, oh là là, c'est le crack. Non. Mais attention, on a des perspectives de resserrement de politique monétaire, au moins 2, 3, 4 hausses des taux, et donc, voilà, c'est pas exclu que l'on ait une ébauche de correction très marquée, voire même de mini-crack très marquée. Ça, c'est quelque chose qui n'est clairement pas à exclure. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je reviens, c'est sur ce qui s'est passé en 1987. Alors on le voit pas beaucoup ici, on a eu un crack en 1987 de plus de 20%. Donc c'est énorme, hein. 20% en quelques jours. Et pourquoi je reviens à 1987? Parce que l'origine de ce crack, c'était une dissonance entre la politique de la Réserve fédérale à l'époque qui voulait resserrer les taux, remonter les taux pour lutter contre l'inflation, et des banques centrales, alors à l'époque il n'y avait pas la Banque centrale européenne en 1987, mais les banques centrales nationales de la zone euro, de ce qu'allait devenir la zone euro, qui elles ne voyaient pas de danger inflationniste. Donc on avait d'un côté des banques centrales européennes, donc nationales européennes, qui laissaient, voilà, qui ne voyaient pas le danger de l'inflation, et de l'autre, en 1987, une réserve fédérale qui s'est montrée assez agressive, assez faucon, on va dire, contre l'inflation. Et cette dissonance entre les politiques monétaires de part et d'autre de l'Atlantique a accéléré, on va dire, a été le déclencheur du crack de 1987, même si on a eu des éléments évidemment aggravants comme le début du trading automatique, des stop-loss, du trading électronique qui a accéléré le crack. Donc voilà, à travers ce long graphique, je mets en fait en exergue les 2 points d'attention, les 2 points d'analyse, les 2 points de risque qu'il faut regarder, c'est anticipation du resserrement de la politique monétaire, donc qui pourrait mener une correction, et dissonance entre les politiques de la zone euro et la politique de la Réserve fédérale. Historiquement, les deux zones, États-Unis, Europe, souvent ont marché main dans la main. Quand l'un monte les taux, l'autre monte les taux. Quand l'un baisse les taux, l'autre baisse les taux. Là,
l'une des rares fois dans l'histoire, on assiste à une vraie dissonance entre Christine Lagarde d'un côté, hein, qui persiste à dire que l'inflation est temporaire, et de l'autre, Jérôme Powell qui admet que cette inflation n'est plus si temporaire que ça. Et ça peut provoquer de véritables désordres, notamment sur le marché des changes et en corollaire sur les marchés actions américains et européens. Alors, je continue sur un graphique qui est peut-être un peu plus d'actualité aujourd'hui. Alors, ce graphique, moi, il suscite toute mon attention et même ma préoccupation. Alors, vous avez en noir l'évolution du S&P 500 et en bleu l'évolution de la taille du bilan de la Réserve fédérale. Qu'est-ce que l'on voit? On voit que durant les années 2018-2019, la Fed réduisait son bilan, la courbe bleue qui baisse, hein, ce qu'on appelle le tapering, le QT, et on avait des marchés actions qui étaient vraiment nerveux. Hein. Vous voyez, ça monte, ça baisse, c'était très accidenté. Et à la fin de l'année 2018, on a eu quasiment 20% de baisse. Hein. Bon, les analystes n'en parlent pas beaucoup, mais on a eu 20% de baisse parce que les traders, hein, les investisseurs voyaient que le bilan de la Réserve fédérale était en train de diminuer. Et qu'a fait la Réserve fédérale? Elle a commencé à infléchir sa politique monétaire, elle a arrêté la réduction de son bilan, elle a même réaugmenté un peu, ce qui a provoqué une remontée, hein, une remontada des marchés jusqu'à février 2020, donc juste avant la crise du Covid. La crise du Covid a éclaté, hein, vous avez, alors là c'est un black swan, hein, donc les marchés ont vraiment chuté, hein, on a quasiment eu moins 40% de baisse, hein, 40% de baisse sur le S&P, 40% aussi de baisse, hein, sur le CAC 40, et qu'a fait la Réserve fédérale? Marche arrière, et là elle a explosé son bilan, elle a relancé le quantitative easing en mode infini et la planche à billets. Et baisse de taux. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? On a le bilan de la Fed qui a explosé à la hausse, et regardez ce qu'ont fait les marchés. Donc, les marchés, actions ont remonté d'abord très fortement, puis de manière régulière, hein, c'est le S&P, a continué à monter avec la même, finalement, avec la même cadence que le gonflement du bilan de la Réserve fédérale. Donc on voit bien que ces deux grandeurs sont quand même intimement liées. Même si, voilà, je ne jette pas la pierre, hein, aux grands capitaines d'industrie, à Elon Musk, à Jeff Bezos, à Bill Gates, à Bernard Arnault, voilà, c'est des gens qui ont créé de la valeur, hein, je n'enlève pas leur mérite, mais une grosse partie de la hausse des marchés actions, elle n'est pas nécessairement, elle n'est pas liée que entre guillemets au génie de ces grands patrons, on va dire. Elle est en grande partie aussi liée à la politique monétaire des banques centrales qui ont profité à la bourse et évidemment aux grosses fortunes. Donc maintenant, la question, qu'est-ce qui va se passer? On sait que la Réserve fédérale va réduire son bilan. Ça, on le sait. Elle va arrêter déjà de faire grossir son bilan et elle pourrait le réduire, peut-être pas forcément violemment. Moi, je pense pas qu'on va repasser de 8000 milliards, hein, l'échelle à gauche, hein, de 8500 milliards du bilan de la Fed à, je pense pas qu'on va revenir à 4000 milliards d'une traite. Mais il n'est pas exclu que la Réserve fédérale réduise son bilan ne serait-ce que de 1000 ou de 2000 milliards. C'est quelque chose il faut bien qu'elle fasse un geste alors que l'inflation menace. Donc il n'est pas exclu qu'elle réduise la taille de son bilan, ne serait-ce que de manière symbolique, on va dire, et qu'elle remonte les taux. Et là, il n'y a pas besoin d'être magicien, hein. Si vous prolongez la courbe bleue, vous lui faisiez faire une inflexion, donc une baisse du bilan de la Fed, que va faire la courbe noire? Vous voyez, une grosse partie de la hausse de la courbe noire, donc des actions, est liée à la hausse de la courbe bleue, qui est le bilan de la Fed. Donc il n'y a pas besoin d'être magicien, d'avoir fait un doctorat en finance pour comprendre que si la Fed devait ramener son bilan de 8500 milliards de dollars à aller, alors je dis pas 4000 milliards, mais ne serait-ce que revenir à 7000 milliards, hein, ne serait-ce que revenir à 7000 milliards, avoir forcément la courbe noire, elle pourrait très bien aller chercher les 3500, on pourrait très bien avoir un S&P qui peut corriger de 1000 points. 1000 points, c'est plus de 25% de baisse.
c'est quelque chose qui n'est pas à exclure. Attention, je ne dis pas que ça va arriver, je dis juste que ça c'est quelque chose à réellement prendre. Il faut prendre ces chiffres-là de manière assez sérieuse. La Fed ne peut plus, il y a quand même de l'inflation, elle ne peut plus faire comme si de rien n'était et continuer à faire augmenter son bilan. Elle sera obligée de faire ne serait-ce que 2-3 hausses de taux symboliques et une réduction symbolique de son bilan pour gagner en crédibilité. Et ça, forcément, les marchés, ils ont commencé à l'intégrer et ils pourraient l'intégrer encore plus. Donc ça, c'est quand même important. Donc ça, c'est voilà, ça c'est un graphique. Faut pas hésiter à faire une copie d'écran, à le garder, parce que c'est ce qui va driver, à mon sens, l'évolution des marchés dans les prochaines semaines, prochains mois, en plus évidemment de l'actualité économique, sanitaire, géopolitique et des publications d'entreprises. Donc voilà pour cette première grosse partie de cette vidéo. Là, j'ai voulu insister sur l'histoire, sur ce que nous apprend l'histoire, de ce qui pourrait arriver sur les marchés dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc maintenant, on va passer aux différents marchés. Alors, donc on a les taux, le marché des taux. Donc là, j'ai pris l'OAT français, toujours. Donc qui est toujours sur une tendance haussière. Les taux français, notamment français, mais pas que, européens, mondiaux, continuent à se tendre. On est sur une tendance haussière de remontée des taux depuis à peu près un mois et demi, avec une légère baisse cette semaine, parce que forcément, quand il y a eu des crises de panique, cette semaine on a assisté à un accès de fièvre sur les marchés. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir ce qu'on appelle le risque de le flight to quality, c'est-à-dire que les investisseurs dans un accès de panique bazar de tout, quand Netflix perd 20%, cet argent-là, il ne disparaît pas. Les investisseurs qui vont vendre Netflix, qui vont vendre les bancaires, qu'est-ce qu'ils vont faire? Cet argent-là, ils vont le réinjecter ailleurs. Et un actif qui a servi de réceptacle à cette poussée de fièvre des marchés, c'est la classe d'actifs des obligations. Donc les obligations ont profité de ce reflux sur les actions pour progresser. Les investisseurs ont acheté des obligations, ce qui a permis évidemment une légère baisse des taux d'intérêt que vous voyez ici. Voilà, donc ça c'est important aussi, c'est des choses qui sont importantes à comprendre en matière d'allocation d'actifs. C'est un petit peu cette relation qui existe entre les différentes classes d'actifs. Les différentes classes d'actifs, elles ne évoluent pas comme ça de manière totalement aléatoire. Il y a une certaine cohérence dans leurs évolutions respectives les unes par rapport aux autres. L'argent ne se crée pas. Enfin, les banques centrales ont créé pas mal d'argent, mais voilà, il ne se crée pas comme ça, il ne disparaît pas comme ça. Il passe d'une main à l'autre, d'un investisseur à l'autre, d'une classe d'actifs à l'autre. Donc on reste quand même, malgré ce reflux, sur une tendance de remontée des taux. Je ne l'ai pas mis ici pour ne pas alourdir la présentation. Les taux allemands, pour la première fois depuis pas mal de temps, sont repassés brièvement cette semaine en territoire positif. Le Bund allemand, le taux du Bund 10 ans allemand est repassé positif. Donc ça c'est quand même un point à noter. Alors attention, des taux qui repassent positifs, il n'y a rien de... Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Un taux d'intérêt, c'est censé être positif à la base. Moi, c'est ce que j'ai appris en cours d'économie et de finance dans les années 2000. Mais voilà, pour les marchés, c'est quand même un signe que la profusion monétaire, l'argent gratuit, est peut-être en train de toucher à sa fin. Alors maintenant, on passe au marché boursier. Le CAC 40, a réellement corrigé. Alors là, pour le coup, on a eu une semaine extrêmement dure. On est passé en 2-3 jours de 7200 points, 7200, vous voyez, qui est devenu maintenant une résistance à moins de 7000 points. On a vraiment perdu 200 points en ligne droite. Et sur le court terme, sur un mois, donc on est passé baissier, maintenant ça y est, le CAC 40 est dans le rouge depuis le début de l'année 2022, et il semble apparaître un canal baissier alors le mot baissier est un peu fort, c'est un canal baissier, on va dire, en pas horaire, sur un mois. Mais voilà, on semble être rentré dans une phase
de consolidation, on va dire, accélérée. On ne parle pas encore de correction critique, mais on a, voilà, on a une réelle, voilà, une réelle tendance de consolidation marquée sur du court terme, hein, maintenant sur le dernier mois, les 2 derniers mois. Néanmoins, voilà, il faut quand même, il faut pas paniquer, hein, il faut toujours avoir la tête sur les épaules. Le CAC 40 est entré, alors, dans une zone de ce qu'on appelle de survente, en pas horaire, on est dans une zone de survente, c'est-à-dire qu'il a été survendu. Et en général, lorsqu'on est dans une zone de survente, hein, si vous regardez le graphique du RSI, on a souvent des rebonds. Donc, ce qu'il va falloir surveiller maintenant dans les prochains jours, les prochaines semaines, ça va être la capacité du CAC 40 à tenir la zone des 6900-7000 points, qui est une très grosse zone de support. 6900 à 7000 points, je vous en avais déjà parlé, c'est une grosse zone de support qui était une ancienne résistance, hein, la résistance du mois de septembre 2000, hein, le record de septembre 2000 qui était à 6944 points, et 6916 points, qui était l'ancien record de août, ici là que vous voyez, de août 2021. Et puis vous avez la zone symbolique des 7000 points. Donc là, le CAC 40 va... Donc c'est pour ça qu'il faut attention, il ne faut pas paniquer, il faut faire preuve d'esprit d'analyse. Le CAC 40 a fortement baissé, mais il va rentrer dans une zone de support 6900, 7000 points, et il est aussi à court terme rentré dans une zone de survente. Donc on pourrait très bien avoir des achats, des rachats buy the dip, hein, qui pourraient intervenir sur le CAC 40. Donc attention, il ne faut pas paniquer. Voilà, il faut pas passer de l'euphorie à la panique. Il faut garder la tête froide, voilà, respirer un bon coup et voilà, prendre du recul. Alors ce recul est d'autant le bienvenu que un des secteurs qui pèse énormément dans le CAC 40, c'est le secteur du luxe, notamment LVMH. Et le secteur du luxe, c'est un secteur qui est moins sensible aux perspectives de hausse de taux que le secteur des nouvelles technologies. Bon, ça vous le comprenez très bien. Le secteur du luxe est fait déjà d'énormes, de plantureux bénéfices. Donc si vous montez un petit peu les taux d'intérêt, bon, comme le secteur est déjà en bénéfice, bon, si vous montez les taux d'intérêt à 10 ans, ça va impacter beaucoup moins ce secteur-là que le secteur des high-tech, qui lui, sa valorisation repose non pas sur les bénéfices actuels, mais sur les perspectives de bénéfices à 5, 10, 15 ans. Donc, une remontée des taux d'intérêt va moins peser sur le secteur du luxe qui pondère fortement le CAC 40 que le secteur des high-tech. Premièrement. Deuxièmement, le secteur du luxe, il est moins sensible à l'inflation. Pourquoi? Parce que dans ce secteur-là, on a ce qu'on appelle les entreprises, hein, LVMH, L'Oréal, ils ont ce qu'on appelle un pricing power. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité, si jamais l'inflation devenait persistante, à augmenter leur prix sans que cela n'impacte leur vente. Ça, vous vous doutez bien, les sacs Louis Vuitton, si demain vous avez 10% d'inflation, je pense que les grands patrons du secteur du luxe, ils n'auront aucun mal à impacter ces 10% d'inflation sur le prix de vente de leurs objets de luxe. Je ne pense pas que les clients vont se mettre à ne plus arrêter leurs achats de bijoux, de sacs, de parfums de luxe parce que les prix ont augmenté de 10%. La clientèle dans ce secteur-là, elle est capable de supporter des hausses de prix de 2, 3, 4, 5, 10%. Voilà, donc ça c'est ce qui me rend peut-être plus optimiste peut-être sur le CAC 40, enfin plutôt voilà, qui a une capacité de résilience par rapport à d'autres indices. Alors maintenant on va passer au Dow Jones. Alors la situation du Dow Jones, elle est beaucoup plus fragile, hein, que celle du CAC 40. On a une baisse qui s'accélère clairement. Voilà, là en pas... alors ce qui est un peu plus inquiétant, on va dire, c'est que ce soit en pas horaire ou en pas journalier, on est passé en dessous des moyennes mobiles 20 heures, 50 heures et 100 heures, mais aussi en dessous des moyennes mobiles 20 jours, 50 jours et même 100 jours. C'est quand même un
un signal d'alarme, hein. Si on revient, hein, sur le CAC 40, regardez le CAC 40 en pas journalier, le CAC 40 corrige, mais il reste soutenu par la zone des 7000 points qui n'a pas du tout flanché encore, hein, la zone des 6009-7000 points, et par cette moyenne mobile à 100 jours de long terme qui reste encore en support. Là encore, hein, je parle de l'analyse technique, je vous ai expliqué pourquoi, à cause du secteur du luxe, hein, qui est très résilient. Sur les indices américains, le Dow Jones, c'est plus le cas. Sur le Dow Jones, on a enfoncé, hein, comme sur le CAC 40, les moyennes mobiles de 20 heures, 50 heures et 100 heures, mais on a également enfoncé les moyennes mobiles de 20 jours, 50 jours et même 100 jours. Le Dow Jones, il est maintenant, sur les 100 derniers jours, il est maintenant baissier. Quelqu'un qui a investi sur les indices US, et a fortiori sur le Nasdaq, il y a 100 jours, aujourd'hui, il perd de l'argent. Alors néanmoins, on va arriver au niveau du Dow Jones sur une très grosse zone de support, hein, les 34 000 points, que vous voyez, hein, c'est la ligne violette, hein, ici, qui est là, et qui a permis, hein, aux indices, hein, de pas mal remonter, hein, depuis la fin du printemps. Voilà, depuis la fin du printemps, on a eu des remontadas, des rebonds sur la zone des 34 000 points. Donc là, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on va avoir un rebond sur les 34 000 points comme on en a eu avant? Première question. Donc si jamais le seuil des 34 000 points est enfoncé, là on parlera plus de consolidation, là on parlera vraiment de correction, voire même de mini crack, on pourrait arriver à ces termes-là. Et si jamais il y a un rebond sur les 34 000 points, ce qui est tout à fait possible, quelle sera la force de ce rebond? Si on rebondit sur 34 000 points pour revenir à 35 000 points, voilà, ça montre que les acheteurs sont en train de s'épuiser et on pourrait avoir une nouvelle vague de correction baissière à horizon 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Surtout, rappelez-vous bien ceci, dans un contexte de resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale. Donc ça c'est important. Il faut toujours, vous voyez, hein, je passe sans arrêt, hein, de l'analyse technique à l'analyse fondamentale, à la politique monétaire, à l'analyse sectorielle, hein, la microéconomie. Tout ça, c'est un ensemble. Il ne faut pas regarder, il ne faut pas analyser les marchés que juste sous un angle technique. Il faut analyser les marchés sous plusieurs angles et c'est ce qui rend l'exercice passionnant, mais aussi très compliqué. Alors maintenant, la bourse chinoise, alors c'est marrant, les actions chinoises, hein, qui étaient un petit peu le vilain canard de l'année 2021, hein. Souvenez-vous, hein, dans ma vidéo les tops et les flops, hein, où je vous ai parlé un petit peu des indices qui ont déçu. La Chine a clairement déçu en 2000, d'ailleurs on le voit, hein, ici, hein, en 2021. Là, curieusement, on a eu, hein, cette semaine en pas horaire une remontée. Alors on a eu une petite baisse, hein, à la fin, mais globalement, les indices asiatiques, hein, les indices chinois, la bourse chinoise a remonté, donc à contre-courant des indices européens, a rebondi sur la zone des 15 000 points et est remonté. Alors j'ai pas réussi, hein, j'ai essayé un petit peu de chercher, de comprendre pourquoi cette tendance, enfin, la bourse chinoise évolue à contre-tendance cette semaine des autres places boursières. J'ai pas réussi, j'ai été chercher, j'ai pas forcément réussi à comprendre pourquoi, hein. Si vous avez là-dessus des news, vos commentaires seront les bienvenus. Voilà, donc là pour le coup, voilà, on a eu un beau rebond de la bourse chinoise cette semaine et on a vraiment le seuil des 15 000 points qui clairement tient très très bien le coup. Alors attention, hein, on n'est pas reparti en mode on repart sur la lune, mais on a quelque part les actions chinoises ont servi d'actifs de diversification par rapport à ce qui se passe en Europe. Alors moi, j'ai pas réussi, hein, à trouver des explications documentées. Moi, alors ça c'est une analyse personnelle, hein, que j'ai pas pu trouver via des spécialistes. Moi, je pense que c'est lié à la géopolitique, c'est-à-dire qu'on a la Russie et les États-Unis avec l'Europe évidemment qui sont dans un bras de fer assez puissant, assez costaud autour de l'Ukraine, et la Chine quelque part qui finalement se fait oublier et qui continue un petit peu son bonhomme de chemin. Et
selon moi, une partie des investisseurs qui ont vendu les actions américaines et européennes par peur de ce qui se passe avec la Russie ont très très bien pu se dire, bah finalement ça vaut le coup d'aller mettre les billes en Chine, où les actions quand même sont meilleur marché qu'en Europe et aux États-Unis, et où la Chine finalement se tient un petit peu à l'écart du torchon qui brûle entre Russie d'un côté et pays occidentaux de l'autre. Ça c'est mon analyse personnelle, hein, voilà, je me permets de faire quelques analyses personnelles. Si vous en avez d'autres, hein, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Alors, autre, euh, autre signe intéressant pour l'Asie, hein, pour la Chine, c'est le yuan qui, alors que les actions ont remonté cette semaine, on a le yuan qui en plus continue à se renforcer. Donc je vous laisse imaginer un investisseur européen ou américain qui a placé cette semaine, il y a une semaine, son argent sur des indices chinois. Bah, il a à la fois gagné sur la remontée des actions chinoises, mais il a également gagné sur la hausse du yuan chinois par rapport au dollar et par rapport à l'euro. Donc je vous rappelle, hein, ici c'est le yuan libellé en yuan. Donc le dollar américain libellé en yuan. Donc plus la courbe baisse, plus les courbes ici baissent, moins, ça veut dire que moins il faut de yuan chinois pour acheter un dollar. Donc ça veut dire que le yuan se renforce par rapport au dollar et aussi par rapport à l'euro, puisque l'euro-dollar n'a pas fait grand-chose cette semaine. Donc voilà, donc ça c'est aussi un autre point important lorsqu'on place ses billes dans une autre zone que sa zone de résidence. Il faut aussi tenir compte du change. Et là, effectivement, bah, les investisseurs qui ont placé en Chine il y a une semaine, 2 semaines, hein, donc à la fin de l'année 2021, bah, ils gagnent sur les deux tableaux. Ils gagnent sur la hausse du yuan chinois et ils gagnent sur la hausse de la bourse chinoise qui depuis la fin de l'année 2021, bah, elle est plutôt dans le vert. Elle est à l'équilibre, hein, même légèrement dans le vert. Hein, donc, alors que maintenant, les indices américains et européens sont clairement en territoire négatif. Voilà. Alors, autre petit vilain canard qui a déçu en 2021, l'or. Et l'or, là, bah, il a bien monté cette semaine. Il a augmenté, hein, vous le voyez ici. Hein, on est passé de 1810 à 1834 dollars l'once. Donc l'or a bien, là, cette fois-ci, il a servi de valeur refuge. Hein. On a eu une crainte sur les marchés, un mouvement de panique sur les marchés. Et là, l'or a capturé une partie des capitaux qui se sont enfuis des actions. Alors ça, moi, pareil, hein, je m'interroge pourquoi l'or rebondit alors qu'on a des craintes de remontée des taux aux États-Unis. Alors moi, alors là encore, c'est mon analyse personnelle qui n'engage que moi. La Fed remontera certes ses taux, mais elle restera en retard, toujours en retard par rapport à l'inflation. C'est-à-dire, on n'imagine pas que dans les prochains mois, les taux d'intérêt nominaux, hein, les taux de la Fed, puissent passer au-dessus de l'inflation. Donc la Fed va certes remonter les taux, elle n'a pas le choix, mais elle va être ce qu'on appelle behind the curve. Elle va être en retard par rapport à l'inflation. Donc qui dit en retard par rapport à l'inflation dit taux réel, donc taux nominaux moins inflation, taux réel négatif. Donc c'est-à-dire que même si vous achetez des obligations avec des taux plus élevés, vous continuerez à perdre de l'argent à cause de l'inflation. Et ça, lorsque vous êtes dans un marché de taux d'intérêt réel négatif et qui pourrait rester négatif à horizon plusieurs semaines, plusieurs mois, voire 1 ou 2 ans, bah, un actif qui tient, qui profite de tout ça, bah, c'est l'or. Parce que évidemment, si vous achetez de l'or, c'est comme en fait si vous achetez un actif avec un taux réel nul. L'or, une pièce d'or aujourd'hui, elle vaudra exactement la même chose en pouvoir d'achat dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ce qu'une once d'or vous permet d'acheter aujourd'hui en termes de, je sais pas, en termes d'alimentation, etc., ben, elle vous permettait à peu de choses près d'acheter la même chose il y a un siècle ou 2 siècles. Donc forcément, si vous êtes en taux réel négatif et que vous pensez que vous allez y rester en zone négative de taux réel, hein, pas taux nominaux, taux réel, bah l'or évidemment constitue un bon actif,
une bonne valeur refuge. Et là, on le voit ici avec la remontée. Alors attention, voilà, on a une remontée, mais qui reste, voilà, on a eu une remontée de 20 dollars l'once, c'est pas non plus, voilà, c'est pas une envolée. Et si on prend un peu de hauteur, hein, vous voyez, moi je suis pas un pro or, je ne suis pas là pour défendre un actif plutôt qu'un autre. Si on prend sur si on prend un peu de recul, bah, l'or n'est clairement pas sorti de sa zone de consolidation. On est encore, vous voyez, on est encore dans cette énorme zone de consolidation qui a commencé en juillet 2020. Donc ça fait maintenant plus de 18 mois que l'or, finalement, en page journalier, ne fait pas grand-chose. Il a rebondi cette semaine, c'est vrai, mais pour le moment, on est loin encore d'être dans une explosion à la hausse des cours de l'or. Ce qui peut être intéressant, d'ailleurs, dans une approche patrimoniale, si vous n'avez pas d'or en portefeuille, hein, que ce soit des onces d'or physiques dans un coffre, que ce soit des orifères, des minières orifères, par exemple dans le cas d'un contrat d'assurance vie, ou des CFD sur l'or sur une plateforme de trading, ça peut être intéressant de rentrer sur l'or aujourd'hui parce que on est loin, enfin l'or est loin d'être surévalué par rapport aux autres classes d'actifs. Alors l'argent, alors lui pour le coup il s'est beaucoup mieux comporté que l'or, hein. Ça a été un peu le grand gagnant de la semaine qui a fortement progressé, hein. Donc on voit qu'il a été chercher la zone des 22 dollars, hein. Vous voyez cette zone des 22 dollars qui tient bien. Et là on a eu un beau rebond cette fois-ci, hein. On a eu un rebond, cette fois-ci on le voit même en page journalier. Alors sur l'or on le voit pas trop, hein, vous voyez, sur l'or on le voit à peine. Ah, sur l'or, l'argent on a un fort rebond. Donc pareil, hein, l'argent est un petit cousin de l'or, donc il réagit en général, il suit un petit peu le mouvement de l'or avec des mouvements plus accélérés, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc là, on a eu un fort rebond de l'argent. Là encore, à cause des perspectives de taux réels qui pourraient rester quand même négatifs malgré le resserrement de la politique de la Fed. Mais, alors je ne sais pas si c'est un scoop ou pas, il y a eu des rumeurs cette semaine euh, qui, euh, qui laissent penser que certaines banques sont un peu en difficulté parce qu'elles ont manipulé le cours de l'argent, elles ont vendu des contrats sur l'argent pour maintenir l'argent assez bas. Il y a des banques qui font de l'argent juste qui font leur beurre en faisant du trading sur l'argent métal, on va dire, et elles auraient apparemment vendu pas mal de contrats. Elles sont en position vendeuse de contrats sur l'argent, et apparemment il y aurait des clubs d'investisseurs particuliers qui, en voyant ces banques vendeuses d'argent, ont profité, se sont coalisés, un peu comme ce qui s'est passé avec GameStop, pour acheter massivement de l'argent et contraindre les banques qui sont vendeuses, qui sont en position de vente à découvert de contrats sur l'argent, pour les contraindre à clôturer leur position vendeuse et à les mettre ce qu'on appelle en position de short squeeze. Et donc c'est un petit peu, hein, ce sont des rumeurs, hein, qui expliquent pourquoi l'argent aussi s'est si bien comporté que ça cette semaine. Donc là encore, hein, attention, hein, il ne s'agit pas de se ruer sur l'argent vite, 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 il faut acheter en mode panique. Voilà, moi je suis là pour vous exposer la situation. Voilà, faire une analyse vraiment la plus objective, hein, qui ne soit pas une analyse émotive, sentimentale. C'est une analyse objective, pragmatique. L'argent, maintenant, d'un point de vue patrimonial, reste quand même un actif qui est intéressant à avoir d'un point de vue patrimonial. Là encore, d'un côté pour se protéger contre l'inflation, de l'autre pour profiter aussi de la croissance, parce que si on a de la croissance, l'argent est utilisé aussi dans la fabrication de produits manufacturés. Donc l'argent, contrairement à l'or, sert aussi à la fabrication de produits. Donc si on a une croissance qui reste soutenue, qui ne s'effondre pas avec de l'inflation, l'argent pourrait tirer profit de tout ça, sachant que sur du long terme, l'argent reste sous-évalué par rapport à l'ensemble des classes d'actifs. Donc voilà un petit peu. Donc l'argent aussi, gros gagnant de cette semaine, hein, qui a été un peu mal aimé en 2021 et
qui est clairement, on le voit ici, hein, qui est clairement en hausse, hein. Là, l'argent est déjà en hausse de quasiment 7% depuis le début de cette année 2022. Donc voilà, un mal-aimé de 2021 qui tend à prendre sa revanche en ce début d'année 2022. Et je termine cette vidéo par les crypto-monnaies, le Bitcoin. Et là, pour le coup, c'est un peu la panique. Panique à bord sur les cryptos. Là, le Bitcoin a lâché. Vous voyez, moi, je commençais à être presque, on va dire, pas optimiste hein, sur le Bitcoin, attention, mais je commençais à me dire, tiens, la volatilité du Bitcoin, c'est relâché, elle a baissé, ce qui est plutôt ce qui est important. Hein. Si le Bitcoin veut devenir une valeur de réserve, comme les actions, comme l'or, comme l'argent, comme les obligations, il faut au préalable que la volatilité, que ce soit à la hausse ou à la baisse, diminue. Il faut que un actif qui peut gagner 20% en une journée ou perdre 20% en une journée, c'est difficile de considérer ça comme un actif de réserve, comme un actif que vont posséder les investisseurs institutionnels, les assureurs et les grandes banques. On a eu une baisse de la volatilité et là, brutalement, la semaine dernière, on a eu voilà, un très fort mouvement de chute des cryptos et qui s'est accéléré vendredi dernier, enfin il y a 2 jours, avec un enfoncement du seuil de la zone de support des 40 000 points et on a été directement chercher les 34 000 points, donc c'est une baisse de 15% en une journée, hein, c'est énorme. Et donc ça, voilà, ça attention parce que en pas journalier, vous voyez, on est sur une tendance maintenant, on va dire baissière, hein. On est en dessous des moyennes mobiles 20 jours, 50 jours et 100 jours. On est en dessous du gros seuil de résistance des 50 000 points. On vient de casser les 40 000 points. Donc là, attention, hein, le seuil des 30 000 points va être, il y a de grandes chances qu'il soit testé. On a un petit support intermédiaire à 35 000 points, mais la zone des 30 000 points pourrait être testée très bientôt. Et là, attention. 3 scénarios, soit on rebondit de manière très très forte sur cette zone-là, et là, bon, on repasse dans une configuration attentiste, une configuration neutre. Soit on a un rebond très poussif sur les 30-35 000 points, et là, attention aussi, voilà, ça indique que les acheteurs commencent à s'essouffler sur les cryptos. Et alors là, dernier scénario, si jamais le seuil des 30 000 points est enfoncé, alors pas enfoncé de manière, on va dire temporaire, hein, mais enfoncé en cours de clôture journalière, voire hebdomadaire, là, attention, là, ça peut signaler vraiment une forte, voilà, une forte baisse. Et là, attention, là, il pourrait y avoir vraiment un danger sur le Bitcoin et globalement sur les cryptos, parce qu'en général, les cryptos, voilà, elles sont quand même assez, pour le moment, assez corrélées avec le Bitcoin. Voilà, bah écoutez, voilà ce que j'avais à dire, une vidéo un peu plus longue que d'habitude. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir? Les marchés occidentaux sont clairement menacés de retournement, notamment les grands indices comme le Dow Jones, le Nasdaq et peut-être, hein, un peu moins peut-être, le CAC 40 qui a quand même le luxe qui le soutient. Les marchés émergents, en particulier les actions chinoises ou indiennes, apportent une réelle diversification aux investisseurs. Hein. Même si la Chine a déçu en 2021, bah là, force est de constater que la Chine, pour le moment, bah voilà, ça a été la bonne surprise de ce début d'année 2022. Les métaux précieux se comportent cette fois-ci de manière vraiment anticorrélée hein, aux actions et connaissent un bon début d'année 2022. Donc les métaux précieux ont capturé une partie des dégagements intervenus sur les actions. Bah, les métaux précieux ont capturé une partie de ces flux et ont connu une belle semaine et un très beau début d'année 2022, notamment sur l'argent. Les cryptos connaissent une période agitée et voilà, entre les menaces de remontée des taux et aussi de renforcement de la régulation, notamment aux États-Unis. Les marchés obligataires, eux, restent depuis maintenant un mois et demi, restent sous pression et en tendance baissière sur fond de remontée des taux,
avec toutefois des rebonds, comme on l'a observé cette semaine, lorsque le stress sur les marchés monte, ben, cette classe d'actifs, elle est capable de, voilà, de capturer une partie des ventes sur les actions, elle est capable d'attirer vers elle une partie des vendeurs qui fuient les marchés actions. Donc à surveiller pour les prochaines séances, prochaines semaines. Est-ce que ce mouvement de panique qui semble s'être emparé des marchés va-t-il gagner la Fed? Est-ce que la Fed va faire un rétro-pédalage? Ça, c'est très important à regarder. On a bien vu que ce qui a permis aux actions de remonter après le choc, le signe noir du Covid, ça a été la Fed qui a lancé, qui a remis en route la planche à billets. Est-ce que la Fed va faire un rétro-pédalage? Donc ça, il faut le surveiller. Alors à court terme, il y a peu de chances, hein, comme je l'ai dit plusieurs fois, que la Fed fasse marche arrière sur les remontées de taux notamment en mars. Par contre, il n'est pas du tout exclu que la réserve fédérale finalement fasse machine arrière à horizon 3 mois, 6 mois, 1 an. Ça, clairement, c'est pas du tout exclu. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que laisse penser le comportement de l'or et de l'argent qui ne croit pas à un emballement de remontée des taux de la réserve fédérale. Sinon, on aurait vu aussi une chute de l'or et de l'argent, ce qu'on n'a pas vu cette semaine. Donc voilà, donc a priori, méfiance, hein, les prochaines séances, prochaines semaines, voire prochains mois pourraient être agités sur les marchés. La Fed, je ne la vois pas faire machine arrière tout de suite, ou alors ça serait une grosse surprise. Par contre, voilà, il n'est pas exclu que la Fed revienne au secours des marchés à horizon 6 mois, 1 an. Parce que voilà, il y a trop d'intérêt en jeu sur les marchés pour que la Fed laisse le Dow Jones perdre 50% de sa valeur. Ça, c'est mon analyse. Voilà, c'est mon analyse personnelle hein, qui n'engage que moi. Mais voilà un petit peu la vue que j'ai en ce jour sur les différents indices. Donc avant de nous quitter, là encore, prudence, sang-froid. Il ne faut pas être émotif. L'émotivité est le plus gros danger des investisseurs. Et je sais de quoi je parle. Moi, je suis quelqu'un, enfin, pour celles et ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un de très émotif. Euh, mais paradoxalement, je suis très émotif avec les gens. Mais paradoxalement, quand je place des ordres sur le marché, quand je gère un portefeuille, je suis quelqu'un d'assez froid. Je suis très froid, je réagis de manière très pragmatique, très posée. Je ne me précipite pas pour acheter ou pour vendre, je suis assez posé. C'est une des qualités que j'ai développées ces dernières années dans mon parcours d'investisseur. Bon, que j'ai pas pu développer pour le moment on va dire, dans mes relations humaines. Voilà, je reste quelqu'un d'assez sentimental, d'assez émotif dans ma relation avec les hommes et les femmes et les hommes. Je suis assez émotif. Et l'émotivité alors c'est pas forcément une faiblesse dans les relations humaines, on va dire. Par contre, c'est une grosse faiblesse en tant qu'investisseur. Et en tant qu'investisseur, j'ai pu m'affranchir de mon émotivité. Donc voilà, il faut garder les pieds sur terre. Moi je ne vais pas donner ici des conseils, il faut acheter ceci, vendre ceci, acheter à tel seuil, etc. C'est pas chacun de vous a une situation patrimoniale propre qui lui est propre. Donc moi, je ne vais pas donner des conseils comme ça à tout le monde. Voilà, balancer comme ça des conseils qui n'engagent que celui qui y croit. Voilà, si j'ai des conseils à vous donner, soyez froid, posez-vous, analysez la situation, voyez, regardez bien plusieurs fois cette vidéo qui contient beaucoup d'informations. N'hésitez pas à aller voir aussi d'autres youtubeurs, hein, d'autres vidéos pour vous faire votre propre avis. Si vous avez envie d'investir, vous n'y connaissez rien, rapprochez-vous d'un conseiller en gestion de patrimoine. Et si vous voulez faire les choses par vous-même, un maître mot, diversification. Vous voyez, diversification. Regardez ce qu'ont fait le CAC 40, le Nasdaq, le Dow Jones en 2021, ils se sont envolés. Vous voyez, quelqu'un qui a très peur, qui avait peur de rater le train, qui se précipite pour acheter du Dow Jones au 31 décembre 2021, bah aujourd'hui il perd de l'argent. À l'inverse, les marchés chinois, l'or, l'argent, qui ont beaucoup déçu en 2021,
aujourd'hui rebondissent. Donc maître mot, et je termine par ça cette vidéo, cette longue vidéo, excusez-moi, diversification. La diversification, c'est vraiment la chose qui réellement vous permettra à long terme de valoriser votre patrimoine. Je me suis souvent heurté à pas mal de personnes qui sont à fond pro crypto, pro or, pro immobilier. Moi, j'ai tout. Enfin, dans mon patrimoine, j'ai tout. J'ai de l'immobilier, j'ai de l'or, j'ai des actions, j'ai de la Chine, j'ai de l'Inde, j'ai des high-tech, j'ai du luxe, j'ai des cryptos aussi. J'ai pas honte de dire, je suis pas anti-crypto, j'ai des cryptos en portefeuille. Voilà, maître mot, diversification. Si vous êtes bien diversifié, si vous passez énormément de temps, parce que vous aimez ça, à analyser les marchés, ou si vous êtes accompagné par un bon conseiller en gestion de patrimoine, qui réellement fait des analyses sérieuses, poussées des marchés, voilà, a priori, vous êtes bien armé pour affronter voilà, les prochaines semaines, prochains mois, qui vont s'annoncer assez difficiles, mais voilà, il n'y a pas, voilà, c'est pas la fin du monde, mais voilà, il va y avoir du mouvement, il va y avoir des choses intéressantes. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour cette longue vidéo et je vous prie de m'en excuser. J'avais des choses à dire. Je vous souhaite une très très bonne journée, une très bonne fin de week-end, une bonne semaine. Prenez soin de vous, hein, variant Omicron, voilà, si vous le, si vous le chopez, voilà, il est a priori, il n'est pas dangereux pour l'écrasante majorité d'entre nous, mais il est un peu emmerdant, on va dire. Voilà, voilà, moi-même je suis un peu, un peu malade, quoi. Voilà, alors, prenez bien soin de vous, de vos proches, et je vous dis à dans une semaine. Voilà, bah passez une bonne fin de week-end et à très 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 bientôt. Salut tout le monde!